tour de me prêter au jeu de la saga Chouchou. Ouais, je triche, je sais. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça doit faire 20 ans que je conseille pour commencer La Belle Gaillarde. Sauf qu'avec la nouvelle édition en intégrale trop jolie, on la voit un peu partout cette saga, donc je préférais vous parler plutôt de quelque chose qu'on voit moins. Donc je continue à dire qu'il faut lire La Belle Gaillarde, surtout pour commencer, parce que y a tous les codes du genre dedans, il y a de l'humour, c'est facile d'accès, et il y a Tante Paul, le meilleur personnage féminin du monde entier. Mais, tant qu'à faire, autant parler plutôt de quelque chose qu'on voit moins. Donc j'ai choisi de vous parler du Royaume de Tobin. C'est une trilogie qui a été d'abord publiée en 6 tomes. Ça, on va pas changer les éditions françaises, mais maintenant on peut l'avoir en trilogie. Dans ce royaume, il y a une prophétie qui dit que tout va bien se passer tant qu'une femme est au pouvoir. Bah, du coup, les mecs veulent garder le pouvoir et tuent tout ce qui ressemble de près ou de loin à une future héritière. Un petit groupe va essayer de sauver une héritière en profitant du fait qu'il y a une naissance de jumeaux. Donc ils vont sacrifier le garçon pour que la fille survive et qu'elle survive avec tous les attributs extérieurs d'un garçon et surtout sans qu'elle sache qu'elle est une fille. On crée au bain, on l'élève comme un garçon, puis à la puberté, la magie qui faisait d'elle un garçon, ça commence un petit peu à partir. Et ça va être le moment des choix. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte de changer de genre et de sexe pour retrouver celui qu'on avait en vrai à la naissance. On reste comme ça. On accepte d'aller se battre pour récupérer le trône. Ou on se laisse faire. Il va y avoir tout ça. C'est génial. En plus, un personnage comme ça qui transitionne, on n'en a pas l'habitude. Et sur une saga qui date de 2001, encore moins. Il faut lire Le Royaume de Tobin. Il faut lire La Belle Gaillarde aussi. Salut Steph, salut tout le monde. Je profite de cette vidéo pour vous parler de mon coup de cœur de fantasy qui est La Tour sombre de Stephen King. J'aurais pu en choisir peut-être d'autres, mais je tenais à choisir lui pour que vous soyez le plus possible à lire cette saga qui fait peur parce qu'elle fait 7 tomes et demi, mais elle vaut le détour. Vraiment, je pense que qu'on soit fan de Stephen King ou non, il faut lire La Tour sombre ou alors il faut s'y intéresser parce que même si je n'en ai pas lu énormément de fantasy, je trouve que celle-ci est très novatrice, très originale. La fin, je n'aurais jamais soupçonné ça. Et franchement, quand on y arrive, enfin waouh, ça fait quelque chose, genre vraiment moi ça m'a retourné. Les personnages sont hyper attachants. Enfin, la psychologie est dingue, c'est la force de Stephen King après tout. Mais vraiment, je vous encourage grandement à lire cette saga. Je sais que le tome 1, le pistolero, est vachement décrié et qu'il fait peur, mais je peux vous dire que la suite n'a rien à voir avec le tome 1. Le tome 1, c'est un petit moment à passer. C'est quand même sympa, moi j'ai aimé, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai aimé. Il fait à peu près 300 pages et après, c'est l'autoroute du bonheur. Vraiment, mes tomes préférés sont le 2, le 3 et le 7, donc le dernier. Vraiment, c'est un plaisir. Cette aventure est juste extraordinaire. Si ça vous suffit pas, je sais pas ce qu'il vous faut, mais voilà, vraiment, lisez cette saga. Bisous! Alors, bonjour Stéphanie, un beau bonjour du Québec. Alors, voici ma suggestion de lecture pour toi pour le mois de la fantaisie. Il s'agit de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin. Le Guin, je pense qu'on le prononce comme ça. Terre-Mère, l'intégrale. Je sais pas si tu le connais ou si tu l'as déjà lu. Moi, c'était un énorme coup de foudre, ce livre-là. Ursula, c'est une auteure habituellement de science-fiction. C'était une auteure de science-fiction. C'est son seul écrit de fantastique. Ça vaut vraiment la peine. C'est un classique. Les personnages sont extraordinaires. C'est une épopée, ce livre-là, cette intégrale-là, c'est 1700 quelques pages. En tout cas, tu vas te faire un fun fou à le lire. Il y a des dragons, il y a magiciens, il y a un personnage féminin très très fort, très brillant, très intelligent, que j'adore, là, qui m'a fait revoir le féministe en fantastique. C'est vraiment quelque chose de génial. Alors, si tu le connais pas, je te suggère fortement de te le procurer et puis de le lire. Voilà. Bye! Alors moi je voudrais vous présenter de la high fantasy, un grand classique que j'ai lu quand j'étais assez jeune.
Je me souviens plus trop quand, mais en gros, je devais être au lycée. Et il s'agit du cycle de J. Je suis sûre que Stéphanie sera super sympa et mettra la couverture juste ici. Parce que moi, ce que j'ai à la maison, c'est uniquement le cycle 2, les enfants de J. Le cycle de J, c'est de la high fantasy française, c'est écrit par Pierre Grimbert, et c'est tout ce qu'on aime. Des secrets, une quête, des grands voyages, des personnages qui jouent sur les clichés. Donc vous avez le fameux voyageur badass un peu grognon, la jeune fille qu'il va falloir éduquer aux arts de la guerre, vous avez le grand rigolo, la nana super badass. Enfin, il y a beaucoup de personnages comme ça qui jouent avec les clichés mais sans jamais tomber dedans. Et c'était, de mon souvenir, une excellente lecture parce que ça joue sur le thriller, bien évidemment, autour du secret de J. En gros, les 6 personnages principaux sont les héritiers de héros qui ont sauvé le monde il y a quelques années. Et ils sont pourchassés par des assassins, mais des super badass, des trucs un peu dégueulasses. Et ils vont devoir se réunir et sauver le monde, hein, en gros, et découvrir le fameux secret de J. Alors moi j'ai trouvé ça génial, c'est vrai que je ne le vois pas passer souvent, je pense que ça a été plus ou moins oublié, mais si vous voulez une saga, un cycle, parce que ça s'appelle le cycle de J de manière générale, mais c'était d'abord le secret de J et ensuite les enfants de J, donc ceux-là, les couvertures sont magnifiques, je vous montre juste le tome 1 des enfants de J. Ça, c'est une des personnages principaux. Eh ben, vous allez être servi parce que c'est épique. Ça se lit tout seul, ça s'enchaîne ultra facilement. Ah, moi j'avais adoré et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à Steph de Piketty Bookin pour cette opportunité de présenter nos lectures coup de cœur pour le mois de la fantaisie. Moi, j'aimerais vous parler de The Unspoken Name de A.K. Larkwood. C'est une lecture en VO et je sais que tout le monde ne peut pas lire en anglais, mais malheureusement, ce livre n'a pas encore été traduit en français. Et j'espère vraiment qu'il le sera parce que pour moi, c'était une pépite d'originalité. C'était un vrai vent frais sur le genre de la fantasy. Dans cette histoire, on va suivre Xorwei, qui est une jeune orque. Elle a la peau grise, les yeux dorés, elle a des petites défenses qui poussent parmi ses dents. Donc déjà, niveau originalité, ça partait plutôt bien. Et Xorwei, elle a vécu toute sa vie au sein d'un temple où les prêtresses vénèrent le dieu non dit, donc The Unspoken One. Et elle a un rôle plutôt particulier puisqu'elle est l'élue de sa génération. Le dieu peut parler à travers elle et surtout elle est destinée à lui être sacrifiée, ce qui est le privilège ultime au sein de cette religion. Sauf que la veille de son sacrifice, un magicien du nom de Sethenai arrive au temple pour faire des recherches et il va décider de proposer une alternative à Xorwei. Il lui propose de partir avec lui et de vivre sa propre vie. Et Xorwei va prendre la décision de tourner le dos à son dieu et de partir avec le magicien pour vivre tout simplement. Sethenai, le magicien, il est à la recherche d'un artefact perdu et c'est vraiment la quête de sa vie, ça le passionne mais ça l'obsède aussi. Et Xorwei, elle juge qu'elle doit sa vie à Sethenai et donc elle décide de l'aider dans sa quête et elle devient son assistante et assassin personnel. Et elle est vraiment impressionnante dans ce rôle. Xorwei, c'est un personnage complètement badass du début jusqu'à la fin. Et l'histoire se complique un petit peu le jour où Xorwei, alors qu'elle est en mission pour Sethenai, elle fait la rencontre d'une jeune adepte, une jeune fille qui s'appelle Shutmili, qui elle aussi a un pouvoir divin qui est tellement impressionnant qu'elle est crainte au sein de son peuple, mais surtout qu'on attend d'elle qu'elle se voue corps et âme à son rôle d'instrument divin. Et Xorwei va décider que Shutmili a droit à la même chance que celle qu'elle a eue elle, c'est-à-dire une chance d'échapper à cette destinée et de vivre sa propre vie. Et vraiment, une des choses qui m'a le plus plu dans cette histoire, c'est donc cette variété de personnages hauts en couleur qu'on va suivre, puisque vous avez Xorwei qu'on suit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui a toujours cru qu'elle était un sacrifice et qui, ma foi, ne savait même pas qu'elle avait le choix au final. Donc elle va
apprendre à vivre pour elle-même et elle va énormément évoluer au cours de l'histoire. Vous avez Sesenai qui est un magicien qui dans le fond est bon, il est aussi extrêmement puissant et charismatique, mais il place cette quête pour l'artefact au-dessus de tout et ça en fait au final un personnage extrêmement égoïste. Vous avez aussi Tal, qui est un jeune homme, le deuxième assistant de Sesenai, qui est lui éperdument amoureux du magicien. Il est là à son service parce qu'il veut rester auprès de lui, il veut l'aider à réaliser ses rêves, même s'il sait très bien au fond de lui-même que le magicien ne le verra jamais comme autre chose qu'un assistant, voire un outil. Et vous avez Shotmili, cette jeune fille qui est donc partagée entre son rôle au sein de sa religion, les attentes de sa famille et des gens qu'elle aime, mais aussi cette relation toute nouvelle qu'elle tisse avec Sorway au fil de l'histoire. Et ce roman met en place des personnages LGBT, mais aussi et surtout une romance LGBT, ce qui fait toujours plaisir à lire. Mais par-dessus ça, vous avez un univers qui était incroyablement riche. Dans cette histoire, vous avez des mondes qui sont connectés entre eux par des portails. Et entre chaque portail, vous avez ce qu'on appelle le néant, qui est en fait un rassemblement de mondes morts, puisqu'il y a aussi une histoire très riche. Et au cours des siècles, des mondes ont décliné, des civilisations ont disparu, et quand il ne reste plus rien d'autre que poussière et ruines dans ces mondes, ils se retrouvent petit à petit dans le néant. Donc entre chacun de ces portails, vous avez ce labyrinthe de mondes en décomposition dans lequel il est très facile de se perdre. C'était vraiment magnifique à lire. Vous avez aussi des villes qui sont incroyables. Vous avez une ville qui est assez médiévale avec des banquets. Vous avez une autre ville qui au contraire est complètement babylonienne avec des fontaines et des jardins partout. Vous avez même une ville pirate qui est composée à 100% d'aéronefs, donc de vaisseaux volants qui se sont agglutinés les uns aux autres. Et c'est vraiment le décor parfait pour les aventures qui se déroulent. C'est une lecture riche et fascinante et je vous le recommande vraiment, vraiment de tout cœur. The Unspoken Name, c'est un one-shot. C'est d'ailleurs le premier livre de l'autrice et il me semble qu'elle a prévu d'en écrire un deuxième qui se concentre sur les personnages secondaires de ce roman. Mais c'était vraiment une lecture coup de cœur. J'ai adoré du début jusqu'à la fin et j'attends avec impatience de voir ce qu'elle va produire d'autre. Et si vous avez envie d'un récit original et d'un plongeon dans des aventures palpitantes, allez-y, foncez. Je vous recommande The Unspoken Name. Bonne lecture. Coucou, c'est Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice. Piketty nous demande de vous présenter un livre fantasy coup de cœur. Un seul, vraiment, c'est dur. Mais j'aurais pu vous présenter Rocaille de Pauline Cise aux éditions Projet Silex. J'aurais pu vous présenter Steam Sailor de E.S. Grimm aux éditions Gulfstream. Mais non, je vais vous parler de Les Aînés de Serenia Howells aux éditions Plume Blanche. J'ai lu le tome 1, le tome 2 sort au mois d'août. Et honnêtement, c'est génial. Si vous aimez les dragons, il faut aller le lire. Donc ce livre parle d'un monde dirigé par les aînés, qui sont des dragons, qui vivent dans une tour et qui ont des maîtres. Ils font appel à des humains qui sont leurs maîtres, ils sont liés à eux. Ils doivent vivre, voilà, ils sont liés. Si un des deux meurt, l'autre meurt. Et du coup, voilà, donc les dragons, eux, ne peuvent pas mourir, ils renaissent, un peu comme les phénix, ils renaissent de leurs cendres. Et du coup, on fait appel régulièrement à des humains, où ils doivent suivre une formation pour potentiellement devenir les maîtres de ces dragons. Du coup, nous, on va suivre un jeune homme qui a été appelé, qui a suivi une formation, et qui va se retrouver à la naissance d'un œuf, et se retrouver lié à un dragon à cette naissance-là. Et on va le suivre, il n'est pas forcément très content parce qu'il va se retrouver lié à Azeroth qui est le dragon de la mort et qui est mal vu. Voilà, c'est un dragon de la mort, donc forcément il a des antécédents, il a un passé qui fait que beaucoup de points négatifs le suivent. Sauf que, est-ce qu'on peut être amené à changer? Est-ce que ces relations peuvent faire qu'on peut changer? Est-ce que tout ce qu'on pense d'eux, tout ce qui nous est amené à faire dans le passé nous suit et
peut faire que la vie des autres gens nous fasse faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Voilà, il y a plein de petites questions qu'on se pose, il y a plein de rebondissements, il y a une relation qu'on suit de ce dragon avec son maître qui est magnifique, vraiment très très belle à suivre. Donc ça, c'est le cycle 1. Il faut savoir que le livre est coupé en 3 cycles. Il faut bien se mettre dans la tête que le livre est coupé en 3 cycles et ça passe beaucoup mieux. Moi, c'est vrai que c'est le petit point négatif, c'est que j'ai été surprise. Je m'attendais pas à ce qu'on change de cycle et qu'on change de personnage. Donc dans le cycle 2, on change de personnage. On suit 2 autres personnages. Et c'est tout aussi passionnant, mais ça change vraiment totalement. On suit un autre dragon avec un autre maître qui se lie, dont il y a un lien. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment passionnant. Et vraiment, moi j'ai vraiment adoré tous les cycles. Il y a un 3e cycle aussi où c'est vraiment très 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 intéressant. Allez-y. Hello! Alors moi j'ai décidé de vous parler des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'est un peu un classique de la fantasy. Je pense que plusieurs personnes vont vouloir présenter les Aventuriers de la mer ou au moins l'Assassin Royal. Et ils ont raison parce que c'est une très bonne saga. Honnêtement, moi pour les Aventuriers de la mer, je pensais pas autant aimer parce que ça aborde des thèmes relatifs à la mer, à la piraterie, aux navires, aux nefs plus particulièrement, à des histoires de famine, d'héritage, de l'esclavage, et c'est pas des termes que j'ai l'habitude ou des thèmes que j'ai l'habitude de voir et de lire en fantasy. Donc j'ai été agréablement surprise. Je l'ai dévoré en 2 semaines alors que le truc doit faire bien 1000 pages. Ouais, il fait 1000 pages. Et je m'y attendais pas du tout. Ça a été une claque. J'ai adoré certains personnages. J'en ai détesté d'autres. J'ai adoré les thèmes abordés. J'ai adoré l'histoire. Je sais pas. En fait, j'ai tout adoré. Tout est bien dans ce livre. Et je conseille de le lire évidemment parce que j'ai tellement hâte de lire l'intégrale 2 de cette histoire. J'ai tellement hâte d'avancer dans cet univers et j'espère que ça promet beaucoup d'autres aventures et j'espère avoir donné un peu envie à des gens de le lire. Voilà. Salut, c'est Charlotte de Vive le tricot libre sur Instagram. J'avais envie de participer à cette vidéo sur le mois de la fantaisie pour vous faire découvrir les bouquins parce que c'est une trilogie qui m'ont beaucoup touchée et qui font partie pour moi vraiment de mes coups de cœur dans tout ce que j'ai pu lire quoi. C'est l'Empire ultime de Brandon Sanderson. Donc on a une bonne trilogie bien costaud. Hop. Alors ça c'était les couvertures à l'origine qui sont d'ailleurs très belles. Qui sont, voilà, la trilogie de couleurs est jolie je trouve. Bref. Résumer l'histoire, je pense pas y arriver. Ce que je peux vous dire c'est que moi ce qui m'avait beaucoup touchée à l'époque c'est cette héroïne hyper badass, Vin, qui est incroyablement forte et voilà, et ça m'avait voilà, j'avais adoré, je m'étais pas identifiée parce qu'on est quand même dans un monde très très sombre, mais n'empêche que voilà, c'était un livre porté par une héroïne aussi forte, je trouvais ça génial. Ça m'a permis aussi de découvrir Brandon Sanderson et son écriture de dingue, qui écrit, il écrit, c'est juste hallucinant. Donc voilà, donc je vous le conseille. Hop, l'Empire ultime, ça c'est le volume 1, donc c'est le Fils des brumes, et après on a le volume 2, le Puits de l'Ascension, et le volume 3, le Héros des siècles. Donc, il y en a d'autres après, il y a eu quelques tomes plus loin, mais voilà, ça c'est vraiment la trilogie de base. Voilà, bonne lecture. Salut YouTube. Quand Pikiti a proposé sur sa chaîne de faire une vidéo participative et de mettre à l'honneur quelques titres de fantasy, j'avoue que j'ai immédiatement pensé à cette duologie qu'on voit peu, voire pas du tout passer. Elle date un petit peu, donc moi je suis ravie de la mettre à nouveau en avant. Et il s'agit de la duologie Éon de Alison Goodman, donc le tome 1 c'est le 12e dragon, et le tome 2 c'est celui-ci, c'est Éona et le collier des dieux. Donc moi j'ai les versions grand format, depuis ils sont sortis en poche et je vous invite grandement à la découvrir.
Éon, c'est quoi? On est ici dans un univers qui est clairement typé asiatique, donc on n'est pas du tout dans de la fantaisie un peu moyenâgeuse comme on a très très souvent. On est dans un univers complètement asiatique, et comme vous pouvez un petit peu le voir sur la couverture, on va ici y parler de dragons. Donc dans ce tome, on va faire la rencontre de Éon, un jeune garçon qui va essayer d'être le nouvel apprenti du 12e dragon. Dans cet univers, en fait, les dragons choisissent à chaque cycle de 12 années un nouvel apprenti. Donc là, Éon va aller tenter sa chance. Je vous en dirai pas plus parce que je trouve que c'est une biologie qui est assez intéressante à découvrir sans en savoir beaucoup plus. Donc si vous aimez les dragons, si vous aimez les univers un petit peu asiatiques, moi franchement je vous recommande vraiment cette biologie. Il est vrai qu'il peut y avoir parfois certaines longueurs. Moi j'ai vu des personnes que ça avait dérangé. Moi à titre personnel pas du tout. Je trouve que l'univers il est très très riche, il est vraiment intéressant, il a un côté extrêmement cinématographique, il va se passer beaucoup de choses tout au long de ces 2 tomes. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez gros, vraiment vraiment assez gros, donc c'est vrai que voilà, il y a parfois un tout petit peu de longueur. Moi elles ne m'ont pas dérangé, au contraire j'ai trouvé qu'elles étaient là vraiment pour aider à déployer l'univers. Je vous recommande vraiment cette série et franchement, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et j'espère que, tout comme moi, vous prendrez beaucoup de plaisir à la découvrir. Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de pouvoir participer à cette vidéo. Je remercie tout de suite énormément avec du fond du cœur Stéphanie pour nous offrir cette opportunité de pouvoir parler de notre roman fantasy préféré. Je me présente, on se trouve dans mon dressing. C'est pas une bibliothèque, mais c'est un dressing. Je m'appelle Isabelle, j'ai 52 ans. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jazzy, plus loin en mode ' bouquin, ainsi qu'un compte Instagram du même nom, Jazzy, mais d'une traite en mode bouquin. Voilà, je me suis présentée. J'ai le plaisir en fait de vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a un peu plus d'1 an. En fait, j'ai repris le goût de la lecture suite au premier confinement. Ça a été ma façon à moi de supporter tout ça. Ça a été le moyen pour moi de m'évader et de vivre autre chose, de surmonter tout ça. Bon, voilà. Donc, le premier bouquin que j'ai lu fantasy et dont je suis vraiment folle d'amour, je peux le dire, c'est Gods of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. C'est une toute petite maison d'édition, mais qui est extraordinaire. Il y a un hardback, comme vous pouvez le voir. Et le travail est magnifique. Regardez, il est trop beau. Voilà, comme j'ai dit, je l'ai lu en e-book en premier lieu. Et je n'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je l'achète pour pouvoir le relire. Donc dans cette histoire, dans ce roman, on va suivre Imara, une jeune fille qui est tout d'abord au début du roman à 9 ans, âgée de 9 ans. Qui est la fille d'un roi, hein, parce qu'il y a 5 provinces, elle est la fille d'un roi des 5 provinces, et elle va un soir jouer de la musique parce que son papa lui demande, sauf que lorsqu'elle va jouer de la flûte, sa petite sœur va décéder. Donc je spoil pas, hein, c'est vraiment dans le synopsis, et ce fait, elle va devoir fuir avec l'aide de son frère qui va faire en sorte qu'elle puisse quitter la province parce que à partir du moment où vous avez un pouvoir dans ces royaumes, vous êtes pourchassé. Donc ils font en sorte que cette petite fille puisse survivre et l'envoie. Elle va grandir dans une contrée qu'on appelle les Landes, qui regroupe tout un tas de brigands, de mauvais garçons, etc. Et elle va être élevée par une guérisseuse qui va lui apprendre tous les métiers, toutes les subtilités de son métier. Et d'un autre côté, on va suivre Jéric, un jeune homme qui est le prince également d'un autre royaume, d'une autre province, qui est pas le vilain garçon, pas le gentil prince comme on l'espère. Au contraire, il est exécrable, il est connu pour être monstrueux. Il est d'ailleurs appelé le loup, je ne sais plus comment, j'ai perdu le nom, ça fait plus d'1 an que je l'ai lu. Et ce jeune homme pourchasse en fait toutes les personnes qui détiennent un pouvoir tel que Imara. Mais son frère, futur roi de sa province, va lui demander d'aller retrouver une guérisseuse afin de pouvoir sauver leur père. Donc Jéric accepte la mission et va à la rencontre de Sable, qui s'appelle désormais Sable. Oui, Imara a changé de nom et s'appelle Sable. Ils vont se rencontrer, ils vont parcourir ensemble beaucoup de contrées, affronter beaucoup de choses. C'est un roman qui est vivant, il y a beaucoup d'action. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous laisse découvrir la suite. Mais en tout cas, il y a des liens qui vont se créer. Il va y avoir beaucoup d'évolution des 2 personnages. La plume est magnifique. C'est un roman qui est extraordinaire et j'attends le 2e tome avec impatience. Je crois qu'il doit être publié d'ici peu. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas prendre plus de temps non plus. Donc voilà pour ma présentation de mon bouquin fantasy. Yo guys,
Bienvenue sur ma chaîne Livre d'Histoire. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu et que je vais présenter grâce, merci beaucoup, à Steph de Piketty qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous exprimer et puis de pouvoir avoir une petite visibilité et de pouvoir partager surtout avec vous nos plus grands coups de cœur en fantasy. Donc via ce super challenge du mois de la fantasy qui se tient donc tout le mois de mai. Et moi je voulais vous présenter Heartless de Marissa Meyer, que je n'ai pas en ma possession parce que je suis en train de déménager, vous allez connaître toute ma vie, et tout est dans les cartons et je peux juste pas le retrouver pour l'instant. Ce livre, il est juste fantastique, c'est mon plus gros coup de cœur en fantasy jusque-là, et en plus, il coche plusieurs catégories de ce challenge du mois de la fantasy, donc vraiment je vous le recommande. Et je vous recommande également de le lire en VO puisque c'est une lecture qui n'est absolument pas difficile et le livre en hardback est juste magnifique. Donc je vous encourage vraiment à le lire en anglais si vous vous sentez, si vous le sentez pas, foncez le lire en français également parce que c'est une merveilleuse histoire. Nous suivons une jeune aristocrate, Lady Catherine Pinkerton, qui est une jeune lady, une jeune marquise qui vit au royaume de Cœur, donc elle fait partie du royaume de Cœur et elle vit avec ses parents et elle n'a qu'un seul rêve dans sa vie, cette jeune Catherine Pinkerton, c'est d'ouvrir une pâtisserie avec sa servante et meilleure amie Marianne, car en effet elle a un don extraordinaire pour tout ce qui est gâteaux, tartelettes, toutes les gourmandises et elle a même sa petite réputation au travers le royaume et vraiment tout le monde s'arrache ses pâtisseries. Il y a deux petits hicks malheureusement au début de cette histoire, c'est que déjà une lady n'ouvre pas de pâtisserie, c'est non c'est pas possible. Et la deuxième chose c'est que elle a tapé dans l'œil du roi de Cœur qui veut faire d'elle sa reine. Roi de Cœur, être insipide, transparent et il a flashé sur elle et il veut faire d'elle sa reine. Et là, elle s'en rend compte le soir d'un bal orchestré par sa mère et elle se rend compte qu'elle est prise au piège et réalisant soudainement que sa vie prend fin, que ses rêves s'écroulent, elle s'enfuit dans les jardins du palais et elle va rencontrer Jest qui est le nouveau bouffon du roi et qui vient de faire une entrée fracassante au royaume. Alors, le personnage de Catherine Pinkerton, il est extraordinaire parce que l'autrice nous dépeint un personnage, donc une jeune adolescente, qui est merveilleuse, qui est pleine d'espoir, de rêves. Elle est fraîche, elle est optimiste, elle a l'avenir devant elle et même si elle sait qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir une pâtisserie, elle va se battre corps et âme pour atteindre ses rêves. Et ça, c'est merveilleux. Mais la chose, c'est qu'on sait qui est la reine de Cœur, puisqu'on connaît Alice au Pays des Merveilles. On sait cet être redoutable, effrayant, terrifiant au cœur de pierre. On sait que Catherine Pinkerton va devenir cet être absolument abominable. Et on se dit, mais à chaque page qu'on tourne, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette pauvre Lady Pinkerton pour qu'elle se transforme ainsi en cette reine de Cœur? Et on n'a pas envie, parce qu'on s'attache tellement à ce personnage qu'on se dit mais c'est pas possible, elle ne peut pas devenir la reine de Cœur que l'on connaît. Et on y arrive finalement. Et c'est ça qui est terrible parce qu'on n'a pas envie. Alors ce fut vraiment une excellente lecture parce que la version proposée par Marissa Meyer sur les origines d'Alice au Pays des Merveilles est vraiment convaincante. Elle est en complète osmose avec le monde que nous a proposé Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Et en fait, c'est vraiment cette espèce de d'osmose, d'adéquation. C'est vraiment deux univers qui sont de deux auteurs différents, mais qui parlent exactement de la même chose. Et on a vraiment l'impression de cette continuité entre les deux univers. Et si on ne savait pas que Marissa Meyer était l'autrice de Heartless, on aurait vraiment pu croire que l'auteur de Heartless était Lewis Carroll. Et elle a réussi ce tour de force, elle a réussi à nous faire croire à cette continuité, Marissa Meyer, grâce aux nombreux clins d'œil qu'elle a disséminés tout au long de son bouquin. De nombreux clins d'œil qui font des ponts entre son histoire à elle et l'œuvre originale de Lewis Carroll. Donc déjà, on retrouve tous les personnages que nous avions rencontrés dans Alice au Pays des Merveilles. Donc que ce soit le lapin, le chercheur, le chapelier toqué, la chenille, bref. On retrouve donc tous ces personnages qui nous ont tant fait fantasmer
dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Et puis, ce que j'ai adoré aussi dans l'œuvre de Marissa Meyer, c'est qu'elle répond à des questions, à des mystères qui se posaient dans Alice, comme par exemple, on sait que la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles adore les pâtisseries, on comprend un peu plus pourquoi. On sait aussi pourquoi faut-il peindre les roses en rouge, ou alors, mais d'où vient ce syndrome de vouloir couper la tête à tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement original, extrêmement intelligent. C'est une version probable, proposée, et elle tient carrément la route, et j'ai adoré ma lecture. Donc je vais m'arrêter là, je vous conseille fortement ce livre, si ce n'est déjà fait. Si vous l'avez déjà lu, essayez-le en anglais, il vaut vraiment la peine d'être lu en anglais. Et voilà, ce fut mon coup de cœur. Merci encore à Steph de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer sur sa plateforme. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. C'est Emeline de la chaîne Perfect Flow. Je voulais vous présenter l'une de mes sagas coup de cœur, c'est la saga Sharakai de Bradley P. Beaulieu, avec le premier tome Les 12 rois de Sharakai, le deuxième qui est juste ici, le troisième et le quatrième. C'est une saga de fantasy orientale adulte qui va comporter 6 tomes au total. Les 4 premiers tomes sont déjà sortis chez Brajlon en grand format et les 3 premiers sont déjà sortis en poche si ça vous intéresse. On est dans de la fantasy orientale, on se trouve dans la cité de Sharakai qui est dirigée par 12 rois. 12 rois qui sont très cruels et qui sont immortels. Ils se sont vus dotés de pouvoirs grâce à des dieux et chaque roi va bien avoir des pouvoirs spécifiques. Et on va suivre Cheda qui va être notre héroïne et qui va un petit peu nous raconter comment elle vit dans Sharakai et pourquoi elle déteste autant les rois et pourquoi son souhait le plus cher c'est de les voir tomber. On comprend vite que sa mère est décédée et qu'elle lui a légué certaines choses qui va lui permettre de comprendre un petit peu l'envers du décor de l'immortalité des rois de Sharakai et on va suivre un petit peu l'intrigue comme ça principale. Vous avez plein de choses super intéressantes dans le roman, la mythologie mise en place est vraiment hyper approfondie. Vous avez déjà les rois qui sont très particuliers, vous avez chaque roi a vraiment son domaine à lui et c'est très intéressant de les suivre à chaque fois. Vous avez ce qu'on appelle les Asirim qui sont plus ou moins des démons qui sont contrôlés par les rois de Sharakai. Vous avez les Vierges du Sabre qui sont une sorte d'unité d'élite qui est un peu les gardes du corps des rois également et qui sont composés uniquement de femmes très badass. Et vous avez vraiment plein de petites choses comme ça qui font que la mythologie est juste géniale. Je ne peux que vous conseiller de lire ce roman et de lire cette saga si jamais vous n'avez pas découvert l'univers de Sharakai. Sachez que le premier tome est pas forcément très facile à prendre en main parce qu'on a une double temporalité et on a beaucoup de personnages qui arrivent dès le premier tome et que c'est pas forcément facile de les reconnaître tous. Je vous conseille de prendre des notes quand vous lisez le premier tome pour ne pas vous sentir perdu parce qu'on a beaucoup de personnages secondaires qui sont quand même très importants et notamment pour la suite. Je vous invite vraiment à regarder un peu le résumé de plus près si jamais vous êtes intéressé par l'univers de Sharakai parce que vraiment ça vaut le coup et en plus de ça vu que les 3 premiers tomes sont déjà dispo en poche c'est juste vraiment super intéressant pour commencer la saga. Sachez que sur les 6 premiers tomes, les 3 premiers tomes terminent un peu un arc de la série donc vous pouvez également faire une pause et attendre que les 3 prochains sortent également en poche si jamais ça vous intéresse. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir cette série parce que vraiment elle en vaut vraiment la peine et j'espère vraiment que y aura de nouvelles personnes qui vont enfin découvrir tous les secrets qui se déroulent à Sharakai. Hey, pour cette vidéo participative pour le mois de la fantasy, j'ai pas voulu vous parler d'un de mes livres préférés, j'aurais cité un Sarah J. Maas ou From Blood and Ash de Jennifer L. Manford, mais étant donné que ces livres sont très connus, j'ai voulu parler d'un livre un peu plus niche que j'ai adoré et qui mérite d'être plus connu, c'est Wicked Sins de Emily A. Jekyll, qui n'est pas encore paru en français malheureusement, mais j'espère qu'il le sera très rapidement parce que j'ai adoré ce livre. On est plongé dans un univers gothique avec un folklore slave, donc inspiré de la Russie, de l'Europe de l'Est, et on va suivre Nadia qui entend la voix des dieux dans sa tête, et elle est dans un royaume qui fait la guerre à un autre royaume, donc dans cet univers il y a une guerre centenaire. Donc dans ce roman à 2 voix, on va suivre Nadia et le prince du royaume ennemi et un autre personnage. Et on va découvrir tout un jeu de politique, de religion aussi sur la croyance de ces dieux. Est-ce que ces dieux existent vraiment? Il y a tout de la magie, de la politique, du complot, tout ce qu'on aime dans un bon roman de fantasy. De plus que la mythologie abordée est très peu vue dans un roman. J'ai très rarement, si ce n'est jamais rencontré, une mythologie inspirée de l'Europe de l'Est. Donc on découvre des nouveaux dieux, on découvre plein de nouvelles choses.
Et j'ai trouvé que dans ce tome, qui peut être un petit peu long au début, on pose des bases d'un univers qui pourra être incroyable dans le tome 2, parce que c'est une duologie que j'ai très hâte de lire. Mais même si vous pouvez le trouver un petit peu long au début, il faut s'accrocher, et après, c'est génial. Quand tout se met en place vraiment, et qu'on rentre dans l'action, que on découvre plein de choses sur plein de monde, c'est waouh, c'est juste waouh. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de découvrir ce livre. J'en ai pas trop dit parce que le résumé en dit très peu. C'est très bien de se plonger en sachant le moins possible de ce livre et que vous lui donnerez sa chance et que vous l'aimerez autant que moi. Et en plus, l'objet livre est absolument splendide avec des spread edges, un hardback magnifique. Bref, si vous pouvez découvrir ce livre. Voilà. Merci d'avoir écouté. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je réponds à la demande de Steph de Piketty pour présenter mon roman de fantasy préféré. Alors dans mon cas il ne s'agit pas d'un seul roman mais d'une trilogie qui est la trilogie de la Flèche de Mercedes Laquais. Donc, cette trilogie fait partie d'une saga d'à peu près une quinzaine de tomes et hélas tous ne sont pas sortis en France. Donc on va y suivre les héros de Val-de-Marne qui sont des jeunes personnes choisies par des compagnons qui sont des chevaux assez particuliers, des chevaux blancs avec des yeux saphirs et qui viennent choisir leurs élus quand ils sont tout jeunes. Ils reviennent d'ailleurs dans la capitale de Val-de-Marne pour être formés à leur nouveau métier. Donc là on va suivre Talia qui a 13 ans, qui va être choisie un petit peu sur le tard finalement, ils sont choisis souvent un peu plus jeunes, mais pour devenir le héros de la reine, donc ça va être sa confidente, sa gardienne, et sa capacité, c'est une capacité d'empathie, elle va sentir les sentiments et elle va être capable d'influencer sur les émotions. Voilà, ils ont chacun leur capacité, on va avoir des héros mages, on va avoir des héros qui manipulent le feu, on va en avoir qui utilisent donc la télépathie, qui sont capables de déplacer des objets, voilà. Donc on va la suivre dans sa formation et au cours de ses missions. Voilà, donc là typiquement on peut voir un compagnon et pour preuve que c'est ma saga préférée, donc ça c'est la première édition que j'ai eue et puis comme j'en ai pas assez, j'ai acheté un des tomes de l'édition américaine qui est juste magnifique, donc on peut voir un petit peu mieux les compagnons. Et puis un jour j'ai vu que c'était Milady qui les avait ressortis, donc je les ai aussi achetés chez Milady. Donc voilà, donc si vous voulez une fantaisie assez longue qui parle de magie, qui parle de grande guerre, qui parle aussi de romance, hein, puisque dans celui-ci il y a une romance avec Talia que j'adore. Enfin, voilà, n'hésitez pas, j'adore Mercedes Laquais. La seule frustration que j'ai, c'est que la dernière trilogie de Val-de-Marne n'est jamais sortie en France, donc il faut juste que je la lise en VO. Mais voilà, si vous aimez ce genre de VO, d'histoire, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à m'en parler parce que voilà, c'est mon petit chouchou. Sur ce, je vous souhaite à tous des bonnes lectures et encore merci Steph pour cette super idée. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du secret du faucon de Adé Martel. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, chouette, une saga fantasy remplie de licornes. Rien à voir, j'avais juste envie de mettre mon onesie licorne et je n'avais pas de toute façon de tenue de faucon. Donc le secret du faucon, c'est une saga de fantasy médiévale dans laquelle on va suivre Cyrielle, une jeune femme qui vit dans un couvent depuis sa plus tendre enfance. Elle a été éduquée par des sœurs jusqu'au jour où le couvent va être attaqué par des pillards. Les sœurs et Cyrielle vont être sauvées in extremis par une bande de guerriers assez terrifiants. À partir de ce moment-là, Cyrielle va devoir retourner chez son oncle qui n'est nul autre que le comte de Montfaucon. Une fois retournée dans le château de son enfance, d'étranges événements vont survenir et Cyrielle va apprendre de lourds secrets sur sa famille. Alors cette saga, c'est une saga qui vous prend aux tripes. Je pleure très rarement dans les romans, dans ce tome 1 et dans les suivants, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. L'autrice n'hésite pas à vous le malmener et à jouer avec vos émotions. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont déjà lu les 3 premiers tomes, je lui ai envoyé des menaces pour le tome 4. Cyrielle évolue parmi tout un panel de personnages atypiques et intéressants qui sont clairement le point fort de l'histoire. Entre amour, trahison, rebondissement et magie, c'est vraiment une saga de très grande qualité, écrite avec une plume sublime, magique, qui dose avec perfection les descriptions et les actions.
C'est un roman auto-édité, mais n'hésitez pas à foncer le découvrir parce que vraiment il est d'une très grande qualité. Bonjour à tous, dans le cadre du mois de la fantaisie, Stéphanie a organisé une vidéo participative demandant de présenter votre coup de cœur de fantaisie. Moi, mon coup de cœur, évidemment, j'ai pas pu résister à sauter sur l'occasion pour vous présenter mon coup de cœur de fantaisie. C'est à l'heure actuelle le seul roman de fantaisie en 2021 que j'ai lu, mais je crois qu'il va me rester très très longtemps en mémoire. Il s'agit des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un roman que vous dire sur ce roman, si ce n'est que j'ai tout aimé dans ce roman. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé tout le système de la magie, de l'enluminure. J'ai aimé les personnages. Les personnages, ils sont hyper attachants, et ce dès le départ. On est dans la cité de Thévan, où règne une puissante magie, c'est l'enluminure. Alors l'enluminure, ça permet de charmer, de lancer un charme sur les objets, de sorte que les objets sont convaincus, si tant est qu'un objet peut être convaincu de quelque chose, peut être convaincu d'être autre chose que ce qu'il est. Par exemple, un bout de bois peut être convaincu d'être aussi dur qu'une pierre, et un chariot peut avancer tout seul, tant et si bien qu'il est convaincu qu'il roule sur une pente. Et donc, on a le personnage de Sansia, qui est une voleuse, qui vit dans les bas-fonds de la cité de Thévan, et elle a un don. Quand elle pose sa main sur un objet, elle entend tout ce que l'objet a pu ressentir, a pu voir, entre guillemets, et du coup, ça lui permet quand même d'opérer quand même ces opérations de vol. Et donc du coup, on lui demande de voler une boîte un peu spéciale qui se trouve sur le bord de Thévan. Et là, grosso modo, les ennuis vont commencer pour elle, parce qu'elle va être pourchassée par des tueurs, justement parce qu'elle a volé cette fameuse boîte. Et étant donné qu'elle risque quand même un petit peu ses fesses pour cette boîte, elle va ouvrir cette boîte et elle va découvrir une clé. Et pendant tout le roman, il va y avoir un lien très, très particulier entre Sansia et cette clé. J'ai adoré les dialogues. Cette jeune femme elle est loin de tous les clichés qu'on peut lire dans la fantaisie. C'est une jeune femme normale. Elle est ni forte ni faible. Elle est ni badass ni pauvre petite chose fragile. C'est une fille comme vous et moi. Si tant est que nous, on vit pas dans un monde de magie, on vit pas dans un monde de fantaisie, hélas. Mais voilà, c'est une fille avec un sacré caractère. Elle est mal embouchée. Elle a des expressions qui m'ont fait mourir de rire. Il y a des dialogues qui sont très très drôles entre les personnages, et toute la galerie de personnages secondaires est absolument fantastique. Ils n'ont de secondaire vraiment que le nom, car ce sont des personnages qui offrent beaucoup de densité au récit. Ils sont vraiment pas là pour faire de la figuration, ils sont vraiment là pour apporter quelque chose au récit et apporter quelque chose à Sansia, qui est l'héroïne principale. Et franchement, le roman fait un peu plus de ouais, voilà, il fait un peu plus de 600 pages, mais franchement, c'est passé comme une lettre à la poste par un jour de grève. Pas par un jour de grève. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce roman. Pour moi, c'est un pur bijou, et c'est un premier tome. Alors j'espère sincèrement que la suite va être à la hauteur de ce premier tome. Mais voilà, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de fantaisie de cette année. Et il restera vraiment très très longtemps dans ma tête et dans mon cœur. Hello les amis, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire une petite vidéo pour la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin, qui a demandé à ceux qui la suivent si ça les intéressait de faire une courte vidéo parlant de leur coup de cœur fantasy pour son challenge du mois de la fantasy. Quand j'ai vu ça, j'ai forcément sauté sur l'occasion parce que je trouve ça super cool qu'elle nous fasse participer. Et du coup, on ne va pas tarder. J'ai un peu triché, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture fantasy que je vais vous présenter.
Il s'agit de Les Chroniques d'Almérante, le tome 1, La faille de Bénédicte Durand. Pourquoi j'ai choisi ce roman et pas un coup de cœur intersidéral? Tout simplement parce que c'est de l'auto-édition, que j'adore l'autrice et que j'ai envie de la mettre en avant. Donc Les Chroniques d'Almérante, c'est un peuple, enfin on suit un peuple où notamment on suit Elwen qui est issu d'une famille où ils sont 13 frères et sœurs. Ils sont tous des elfes, donc ils ont des particularités. Par exemple, son meilleur ami est un érudit et elle c'est une gardienne, donc voilà, c'est parmi tout ça, il y en a plein d'autres. Et Elwen est une jeune femme un peu rebelle et un jour une bête va rentrer dans leur royaume. Comme ils ont peur de l'inconnu, comme beaucoup d'humains encore aujourd'hui, ils ont peur de l'inconnu et vont enfermer cette bête. Sauf que du jour au lendemain, cette bête, on va retrouver la cage ouverte. Elwen va partir à la recherche de cette bête avec son frère Drarian, qui lui va la soutenir, va essayer de chercher avec elle, mais sauf que au peuple des elfes, ils vont pas le penser comme ça, puisqu'elle a prévenu personne, elle est partie comme ça, et du coup tout le monde va penser que c'est elle qui a fait s'échapper la bête. Il n'y a que son meilleur ami, donc Harel, qui va la défendre, et qui va dire que non, elle va revenir et tout, mais plus ça va, plus elle ne revient pas, et malheureusement c'est dur pour lui de faire croire qu'elle va revenir au bout d'un moment. Voilà un peu pour l'histoire. En gros, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je l'ai lu il y a très longtemps et c'est un peu loin dans ma tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Elwen va aussi en plus découvrir une faille qui mène à un autre monde rempli d'autres royaumes et d'autres peuples. Et Harel, qui lui est à sa recherche, va essayer de la retrouver. Elle va rencontrer de différents peuples et se mettre à la recherche d'un puissant sorcier qui appartiendrait à une secte. Voilà un peu pour la suite de l'histoire. Je peux pas trop vous en dire, mais en gros, on a vraiment tout ce mystère. Qu'est-ce que cette bête? Vont-ils trouver le sorcier? Est-ce que Harel va réussir à amener Elwen au royaume? On a vraiment toutes ces questions qui se posent et c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré l'histoire, la quête était intéressante, le rythme est bien. Enfin franchement c'est alterné entre Elwen, du coup Elwen, ses acolytes, je vais pas y arriver, et Harel qui la cherche, donc c'était bien au niveau du rythme, on a un peu les deux côtés et c'était sympa à suivre. Ensuite donc au niveau de l'univers, j'ai vraiment aimé Almérante, avec les différents peuples, les différents royaumes, j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce royaume. Même si à la fin du tome 1, en fait, pour moi on a une fin, c'est clos. Mais l'autrice a choisi de faire un tome 2 qui a l'air d'être totalement différent. La couverture est magnifique, d'ailleurs je vous la mettrai là, si je peux. Je vous mettrai la couverture du tome 2 et franchement il me donne trop envie. Je vais bientôt le recevoir en service presse normalement. Mais franchement n'hésitez pas. Alors le livre vaut 14,90 €. C'est un petit budget, mais je pense que ça vaut le coup. Les deux seuls trucs que je pourrais reprocher vraiment à l'autrice, c'est le fait que c'est écrit tout petit. Donc faut s'y attendre, il faut être prêt à lire de la fantasy assez dense. Et il y a énormément de personnages avec des noms qui se ressemblent, puisque tous les hommes ont leurs noms qui finissent en Ran, donc Dioran, Drarian, c'est que des prénoms comme ça. Et toutes les filles ont leurs prénoms qui finissent en Wen, donc on a Elwen, Aldwen, etc. C'est que des prénoms comme ça parce que c'est comme ça dans leur univers. Leurs parents s'appellent Ran et... Enfin, leur fin de nom s'appelle Ran et Wen, donc toutes les filles et tous les garçons ont pris ça. Il y a plein de personnages dans ce livre qui m'ont beaucoup plu, notamment c'est Crégion de mémoire, je ne sais plus exactement comment ça se dit, et Nozu, qui sont deux acolytes de Elwen qu'elle va découvrir au fur et à mesure de sa quête dans la faille. Et c'était bien, franchement c'était super, c'est de la super fantasy, ça soutient une petite autrice qui s'auto-édite, je trouve que c'est bien, parce que souvent on a le préjugé de dire que les auto-édités c'est un peu moins bien, c'est un peu moins bien écrit, parce qu'il n'y a pas la correction, il n'y a pas le tout travail d'une édition, mais je vous assure que là c'est pas le cas, j'ai pas ressenti de faute, j'ai pas la mémoire de ça, ça m'est arrivé dans certains auto-édités, mais là j'ai pas du tout senti ça. Même si la couverture appelle pas trop, franchement si vous pouvez y aller, foncez, ça me ferait énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas à venir échanger avec moi donc sur Instagram, sur le blog en dessous de ma chronique, sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Je serai présente pour vous répondre. Et puis voilà.
Et bah écoutez, c'en est tout de ce petit avis. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de lire ce roman qui pour moi a été une très bonne lecture. J'y repense encore parfois et j'ai hâte de lire la suite. Je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec la prochaine participante. Salut, pour le mois de la fantaisie, je voulais vous parler de quelques livres qui sont indispensables pour moi et que je vois pas beaucoup. Donc en ce moment, je suis en train de lire cet auteur français, Jean-Philippe Jaworski, et qui a un monde fantasy très intéressant et son personnage principal est extrêmement drôle et casse un peu le quatrième mur comme au cinéma. Donc je vous le conseille vraiment et puis ça soutiendra les auteurs français. Aussi, j'ai trouvé que le jeu de l'assassin était très intéressant d'Amir Rabi. Il y a 3 livres qui se placent dans le même monde fantastique à base de politique, d'assassinat et de jeux de pouvoir très intéressants. Bonjour, donc je viens vous présenter une de mes sagas favoris en fantasy, une de mes sagas fétiches qui est juste tellement bien écrite et tellement magnifique que vraiment il faut la lire. C'est Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Ici c'est le premier tome, Manèche, paru aux éditions J'ai lu. Il y a actuellement 3 tomes de sortie. Le 4e devrait sortir en septembre et le 5e je ne sais pas encore, ça devrait être une pentalogie. Donc voilà, il devrait y avoir 5 tomes. C'est une saga qui nous présente l'histoire d'un équipage. Cet équipage voyage sur 2 gabarres sur un fleuve qui s'enfonce dans une forêt mystérieuse à la recherche du roi d'Isère. Dans cet équipage, on suit une seule personne au début, qui est le barde. Et donc ça explique aussi toute la beauté de la langue, parce que lui est un narrateur d'histoire habituellement, donc forcément quand il raconte l'histoire de cet équipage, eh bien il y met les formes, il y met l'écriture qui va avec, et donc on a vraiment une très belle plume et de très belles images qui sont données dans cette histoire grâce à lui. Et pendant leur voyage, ils vont être mis face à une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'il va y avoir un homme qui se noie et qu'ils vont sauver. Cet homme est très blessé, très gravement blessé, on pense même qu'il va mourir. Sauf que il se remet très vite de ses blessures et de manière pas très naturelle. Donc on va commencer à se poser des questions, surtout que l'équipage est un peu méfiant. On est ici pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y a une guerre civile qui fait rage, on est dans un camp de la guerre civile. Il ne s'agirait pas que ce soit un ennemi que l'on sauve. Donc on va demander à Fintan, donc le barde, de faire parler cet homme et de savoir pourquoi est-ce qu'il était sur le lac. On va donc suivre 2 histoires en parallèle. D'une part, l'histoire de Fintan et de l'équipage au présent, puis le récit de cet homme qui au début veut se faire appeler le bâtard. Il ne donne pas de nom. Et on va le suivre de sa naissance jusqu'à son arrivée dans l'eau. Ces 2 histoires mises en parallèle forment une sacrée bricasse, certes, 730 pages à peu près, où il ne se passe pas tout le temps quelque chose. C'est une histoire très contemplative. On est dans un récit poétique, mystérieux, mystique, dans une forêt nordique où les dieux semblent être un peu partout, il y a des esprits, et en même temps, eh bien, c'est un récit quand même assez haletant par certains moments, c'est-à-dire qu'on suit véritablement le cours du fleuve. Quand le fleuve va lentement, on va lentement, et puis dès que le fleuve se précipite, tout se précipite avec lui, et on est dans une action et dans l'aventure. C'est un récit qui est aussi très original par son univers, parce que l'auteur va mélanger vraiment énormément d'influences. D'une part, donc, cette ambiance et cet univers un peu nordique, avec le fleuve, d'ailleurs on les voit là, le fleuve, les pins, et en même temps, il y a des dieux au nom hindou, indiens même, très originaux, et qui ont des esprits qui ont des capacités vraiment étranges et mystérieuses. C'est un récit aussi
qui est très sensoriel, c'est-à-dire que l'auteur va vraiment développer tous les sens. On est pris par l'odorat, le toucher, le goût. Tout est mobilisé quand on lit et c'est assez génial d'être plongé comme ça dans cette atmosphère qui prend vraiment aux tripes. C'est un roman que j'ai adoré lire parce que c'est vraiment une aventure de tous les sens et de tous les instants qui certes parfois prend son temps mais c'est pas plus mal parce que vraiment elle pose une atmosphère et une ambiance et c'est assez rare en fantaisie quand même pour être souligné et pour être apprécié. Donc voilà, j'espère que si jamais vous l'avez lu, vous l'avez autant aimé que moi et ou alors que vous souhaitez le découvrir ou en tout cas vous avoir donné envie de le lire. C'est de beaux bébés mais ça vaut vraiment le coup d'être. Bonjour, je m'appelle Lou, je tiens le compte Bookstagram Cœur de lectrice et aujourd'hui dans le cadre du mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin, je voudrais vous présenter La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Alors, La Horde du Contrevent, c'est un roman à la fois science-fiction et fantasy qui nous emmène dans un pays dont on ne connaît pas le nom, mais nous suivons la Horde du Contrevent, la 34e Horde du Contrevent, dirigée et menée par le 9e Golgoth, qui a pour but de trouver l'extrême amont, la source du vent. En effet, nous sommes dans un pays, sur un continent, on ne sait pas vraiment, qui est sans arrêt balayé par des vents d'une force incroyable, et les autorités, depuis très longtemps, depuis la première horde, ont décidé d'envoyer un groupe de 23 personnes à la recherche de la source de ce vent pour apprendre à davantage le contrôler. Il y a donc, comme je l'ai dit, 23 personnages dans la horde, 23 personnages qui sont très différents et que nous allons suivre tout au long de ces plus de 700 pages. C'est un livre que j'ai adoré et qui m'a profondément marqué. Tout d'abord, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est l'esprit de corps dans la horde. En effet, donc, nous avons 23 personnages et ces 23 personnages en réalité ne font qu'un. Il n'y a pas un personnage principal que l'on suit plus que les autres, on suit la horde et on en fait partie. Dès le début du roman, on nous annonce la couleur, pas d'introduction, pas de prologue, rien du tout. On arrive au milieu d'un contre, donc un contre le vent, et on ne sait rien. On ne sait pas qui sont les personnages, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils sont, on ne connaît rien. Et justement, on est un peu comme une nouvelle recrue dans ce monde, dans cette horde, et on doit suivre au péril de notre vie, au péril de la suite de notre lecture. Ce que j'ai aimé également, c'est l'alternance. En effet, je vous ai dit, il y a 23 personnages, et on alterne les points de vue entre ces 23 personnages. Alors on n'alterne pas vraiment, hein, il n'y a pas à chaque fois les 23 et puis on revient au début, évidemment ce serait trop lourd. Il y a souvent des personnages qui reviennent plus que d'autres. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque personnage a son style propre. À chaque personnage est lié un style particulier. C'est là qu'intervient l'écriture. Dans ce roman, l'écriture est incroyable. Alain Damasio a vraiment une plume qui marque. Et là, on le voit encore plus avec ce format, puisque, comme je vous l'ai dit, chaque personnage a sa façon de s'exprimer propre, ses expressions, ses intonations, ses formes de syntaxe. Et c'est là qu'apparaît toute la virtuosité d'écriture d'Alain Damasio, puisque c'est parfait. Il y a de la beauté, il y a du brut, il y a du cru, il y a de la poésie, il y a de la douceur, il y a tout dans ce roman, et c'est vraiment magnifique, c'est époustouflant à lire. Ce roman, plus qu'une quête, la quête de l'extrême amont, c'est une quête spirituelle. Finalement, on tend vers un but qui, au-delà de trouver cet extrême amont, cette source du vent, est un but spirituel, le but d'une vie. Quelle place pour le choix, alors qu'on nous a placés dans une horde et qu'on est censé faire corps avec elle pour aller jusqu'au bout? À quel moment peut-on s'arrêter? Doit-on s'arrêter? Quelle est notre place dans le monde? Est-ce que l'on est simplement au milieu d'une horde ou est-ce qu'on reste individuel dans ce tout? Et finalement, plus qu'un roman d'aventure, c'est un roman de personnages. Les personnages sont d'une force incroyable. Je dis beaucoup incroyable, mais parce que ce vraiment est vraiment particulier et vraiment il marque. Les personnages sont à la fois touchants, attachants et en même temps forts, puissants.
Ils vont jusqu'au bout de leurs idées, jusqu'au bout de leurs idéaux. Et c'est vraiment magique de suivre ces personnages dans cette aventure et finalement de faire partie de cette horde. J'espère que j'ai réussi à vous séduire et à vous convaincre de lire donc La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. J'ai essayé de rester courte et de ne pas trop vous embêter avec une description trop élégiaque de ce roman. Et j'espère vous voir bientôt avec Entre les mains. Et je vous souhaite surtout un bon mois de la fantaisie. Je m'appelle Kimi et aujourd'hui j'ai décidé de me taper l'incruste dans cette vidéo participative que nous propose du coup Steph pour vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de fantasy qui n'est nul autre que le magnifique Rose éternelle de Ophélie Duchemin à retrouver aux éditions Plume Blanche. En termes de résumé, je ne pourrais absolument pas faire plus simple puisque nous sommes typiquement dans une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Notre jeune héroïne ici s'appelle donc Méliane et Méliane est une femme forte, une femme de caractère qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est intrépide et audacieuse et vous allez voir que finalement ça va lui jouer quelques petits tours au cours de cette histoire. Bien entendu, on va également parler d'une certaine bête, mais pas que. On va aussi parler d'une Meryl Lara, une plante protectrice où poussent de magnifiques roses, plante gardienne de la famille royale. Ici Ophélie Duchemin typiquement nous propose une réécriture de conte qui en jette, qui en envoie et qui pour le coup a tendance quelque peu à vous fracasser à l'issue de cette histoire. J'en suis sortie totalement bouleversée, j'étais absolument accro, sa plume est terriblement belle, elle est divinement addictive, très poétique sans pour autant qu'elle soit compliquée. On ne passe pas par 4 chemins pour avoir notre objectif ou pour comprendre l'histoire, mais pour autant vous avez ce petit côté onirique qui vous balade tout doucement au cœur de cette histoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce bouquin tellement j'ai de choses à dire dessus, mais non, il faut que je me tienne tout simplement puisqu'il faut que vous ayez envie de le découvrir. Sachez que ce n'est pas que mon avis qui dit qu'il est vraiment incroyablissime, je l'ai conseillé moi-même à ma communauté et beaucoup d'entre eux ont décidé de le lire et beaucoup d'entre eux m'ont fait vraiment des retours incroyables, ils ont eu d'énormes coups de cœur et j'ose espérer que si vous décidez du coup de partir à l'aventure dans cet univers, que vous aussi ce sera du coup un coup de cœur. Coucou à tous, c'est Virginie de Tout mon temps livre. Donc je réponds à l'appel de Steph de Piketty pour faire une petite vidéo sur la saga que je préfère en ce moment. Donc déjà merci beaucoup à Steph de Piketty pour l'organisation de ce mois de la fantaisie parce qu'on s'éclate vraiment. C'est une sacrée effervescence sur Instagram et j'adore. Merci pour cet appel aussi à vidéo, voilà, pour qu'on puisse un petit peu s'exprimer, c'est vraiment adorable. Donc des sagas préférées, bah, j'en ai plein. Et pour répondre à la consigne entre guillemets, bah, je peux pas toutes vous les présenter. Je glisse quand même que ma saga préférée ever qui m'a fait découvrir la fantasy, c'est l'Assassin Royal. Et l'année dernière, j'ai eu un énorme coup de cœur pour La Reine de Cendre. Et là, j'ai donc choisi le dernier coup de cœur en termes de saga que j'ai eu. J'en parle en ce moment sur mon compte Tout mon temps livre. C'est la saga de Lady Hélène. Voilà. Donc pourquoi cette saga en particulier? Parce que je la trouve différente. Différente parce qu'elle prend place en fait à une époque qu'on n'a pas l'habitude. Souvent la fantasy elle prend place en milieu médiéval et là on est au 19e siècle sous la Régence anglaise. Au milieu des grandes robes, des bals, des conventions. Alors vous imaginez un petit peu les chroniques de Bridgerton, Downton Abbey avec de la fantasy au milieu. Alors même la fantasy, le type de magie entre guillemets est différent. On est plus autour de ce qu'on pourrait appeler de l'alchimie. Et en fait, c'est extrêmement crédible parce que l'alchimie, c'est une sorte de science en fait parallèle dont on pouvait parler à cette époque. Et en fait, ça rend le récit extrêmement crédible. Et il y a beaucoup de sujets qui sont révélés en fait, notamment la place de la femme. C'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée parce qu'à cette époque, la femme en fait, elle est considérée presque comme stupide. Elle est décorative, la femme. Elle sert à faire des enfants et puis à entretenir la maison, ce qui est déjà pas mal, mais elle n'a pas voix à la parole au chapitre en fait. On ne l'entend pas, on la souhaite docile et effacée. Et ici, on se retrouve avec une femme, donc de l'aristocratie, qui cherche, comme toutes les femmes de cette époque, à se marier, c'est son objectif dans la vie.
Elle a des valets de pied, femmes de chambre et compagnie. Sauf qu'un jour, elle se découvre un pouvoir extraordinaire qui va pas du tout aller avec les conventions de l'époque, les bals et les grandes robes. C'est quelque chose qu'on aurait du coup plus attribué à un homme. Et le fait qu'elle soit sans cesse chaperonnée, qu'elle soit sans cesse jugée, accompagnée par la société, sa famille et tout le monde en fait, sa réputation est en jeu à chaque seconde, ça va être un parcours du combattant pour pouvoir aller vers sa voie. Donc moi j'ai trouvé les personnages super attachants et j'ai été très touchée par cette condition de la femme. C'est dur parfois de voir le pouvoir que les hommes avaient à l'époque sur les femmes, leur manque total de liberté. Et on n'acceptait pas en fait le caractère unique de chacune et ce qu'elle pouvait apporter à la société, donc c'est très intéressant pour ça. Je trouve que l'alchimie présentée, on y croit, mais alors à 2000%. Les autres personnages présents ont beaucoup de caractère, hein. Il y en a un qui est un conte et qui est un petit peu l'anti-héros. Et on aime bien qu'en fait que ces personnages ne soient pas parfaits, qu'ils aient des défauts et même beaucoup en fait. Parfois on sait même pas s'ils sont méchants, gentils, tellement ils sont riches, et ça c'est intéressant. Un autre personnage qui m'a un petit peu plus porté sur les nerfs, mais c'est très bien fait, c'est fait pour à mon avis, hein. Et une ribambelle de personnages secondaires vraiment unique, intéressant, profond chacun, dans un univers en fait historique qui est digne d'un bon roman historique, c'est-à-dire que ça va être encore plus fouillé que ce qu'on peut trouver dans les chroniques de Bridgerton. L'auteur a fait un travail de recherche immense, elle-même a appris les danses, a essayé des costumes pour voir comment on s'y sent, etc. Donc c'est assez incroyable au niveau de la richesse historique. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans le sens où on peut être dans une scène de fantaisie folle et à la page d'après on se retrouve dans un dîner mondain. Et ça, ce côté rassurant en fait, de se retrouver un petit peu nous aussi, cachés derrière les conventions, comme les personnages. Donc c'est un roman qui est confortable, agréable, crédible, bien fait, riche. Alors le premier, il a reçu quelques critiques au niveau de quelques longueurs que certains trouvent, parce que c'est un tome d'exposition et c'est pas qu'un roman de fantasy, c'est aussi un roman historique. Donc effectivement, l'exposition peut pour certains paraître longue. Moi pas du tout, parce que j'aime aussi les romans historiques et je me suis régalée d'en savoir autant sur l'époque. Mais ça c'est caractéristique du tome 1, parce que le tome E c'est action du début à la fin, le tome 3 c'est action du début à la fin. Et ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans cette saga, c'est qu'elle met les personnages dans des situations mais inextricables. Et on se dit mais c'est pas possible, jamais ils vont s'en sortir et ils vont même être désintégrés tellement ils sont sous l'eau, c'est pas possible. Et donc tout ça grâce à des intrigues mais vraiment alambiquées et du coup extrêmement intéressantes. Elle nous mène par le bout du nez et on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Donc moi je vous conseille très chaleureusement Lady Helen d'Alison Goodman. Donc là, j'ai les éditions Gallimard Jeunesse, sinon ils sont en poche chez Paul Fiction. Et je vous dis, foncez et venez sur Tout mon temps livre, me donner votre avis surtout, parce que j'aimerais beaucoup en discuter. J'ai eu beaucoup de mal à tourner la dernière page et à dire au revoir à cette saga. Voilà, au revoir. Salut! J'avais envie de vous présenter un livre de fantasy. J'ai choisi un livre que je pense que peu connaissent, comme ça vous fait découvrir un livre et en plus c'est ma lecture du moment, alors je suis bien plongée dans l'univers pour vous en parler. Du coup, je vais vous parler de Il était une fois la reine et la voleuse de Kyrian Malone. Regina Emma, ça vous dit quelque chose? Du coup c'est dans cette histoire, Emma, après avoir découvert sa petite amie Holly avec une autre femme, prend le volant alors qu'elle a bu. Donc forcément il pleut, elle va avoir un accident, elle va foncer dans un arbre, elle va perdre conscience et au moment de son réveil, elle va voir des hommes qui entourent sa voiture avec armés d'armes et d'arbalètes. C'était un petit peu dur à dire. Elle va se demander qui c'est ces gens-là, eux ils vont demander c'est qui cette fille avec ce drôle de carrosse parce que sa voiture est un 4x4.
Elle va être emmenée par ces personnes-là et va rencontrer Capitaine Crochet et Petit Jean. Elle est arrivée dans un univers où les personnages de contes existent. Ce monde était sous l'effet d'une malédiction que la méchante reine avait jetée par jalousie pour Blanche-Neige. Et l'arrivée de Emma dans ce monde va arrêter la malédiction et donc faire revenir le temps, parce que le temps s'était arrêté. Quand Petit Jean se présente à elle se demande pourquoi ces gens se prennent pour des personnages de contes, elle pense que c'est une blague. Et du coup elle va dire qu'elle s'appelle Robin pour la blague avec Petit Jean. Elle va finalement découvrir que non, en fait ces personnages-là existent vraiment et qu'elle est très loin de chez elle. Je vous en dis pas plus, sinon ça va vous spoiler, mais pour ceux qui ont regardé Once Upon a Time, vous aurez certainement reconnu que la malédiction, les prénoms des personnages et sa manière d'arriver, enfin dans la série elle arrive à Storybrooke, là elle arrive dans une forêt, c'est pas la forêt enchantée, je ne sais plus le nom dans le livre, mais ça revient au même. La personnalité des Capitaine Crochet, c'est exactement le même que dans la série. On imagine le gars, le mauvais garçon, séducteur, avec son verre de rhum. Et là, il y a tout exactement comme dans la série. Rumple qui parle en énigme. Regina, quand je lis les passages de Regina, j'imagine la Regina de la série. Je l'entends parler, c'est vraiment super bien fait. Normalement, le livre est en 3 tomes. Là, c'est la version intégrale. Je trouvais la couverture plus belle en intégrale, sauf qu'elle est arrivée abîmée. Du coup, j'ai pris l'intégrale. Je vous montrerai les couvertures des autres 3 tomes en dessous. Et du coup, je trouve que ce roman est accessible. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous pouvez largement lire. Tout le monde connaît les personnages de contes, Blanche-Neige, la méchante reine, Capitaine Crochet, Belle et la Bête. C'est tous les personnages de contes regroupés. Et pour ceux qui ont vu la série, du coup, vous allez adorer. C'est vraiment super bien fait. J'espère que je vous aurai donné envie de lire cette histoire, de rentrer dans cette histoire de contes de fées, de malédictions, de méchants. Et si y en a certains d'entre vous qui décident de le lire sans avoir vu la série, je serais curieuse de voir votre avis, voir si du coup on comprend autrement les choses qu'en ayant vu la série, ou si du coup on voit les choses pareilles, si c'est mieux de ne pas l'avoir vu ou pas. Ça pique un peu ma curiosité. Bonjour à tous, je suis Mana du compte Instagram et du blog littéraire Mana traverse les pages, et aujourd'hui dans le cadre du mois de la fantasy organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, je vais vous présenter l'un de mes coups de cœur en fantasy jeunesse, et il s'agit de la saga des Gardiens de Malemonde de Bertrand Ferrier et Maxime Fontaine. Dans cette série, on suit Ezoa, une petite fille de 8 ans qui va être propulsée, on ne sait ni comment ni pourquoi, dans l'un des 7 mondes qui composent Malemonde. La seule certitude que la jeune fille réussit à avoir, c'est que pour avoir des réponses à ses questions, et surtout pour rentrer chez elle en Espagne, il faut qu'elle trouve Elder, le mystérieux gardien. L'univers de Malemonde est un univers très riche, très dense, avec des règles qui lui sont propres et qui sont assez loufoques, mais qui restent d'un certain point de vue logiques quand on les replace dans leur contexte. C'est également un univers très sombre et parfois très violent, ce qui fait que je le conseille pas vraiment à des très jeunes lecteurs, puisque on a quand même des descriptions de morts et j'en passe. Voilà. Le 3e tome s'appelle d'ailleurs Ténébria. C'est vraiment pas pour rien. Il y a du coup une petite balance qui se fait entre l'imaginaire développé par les auteurs et l'attachement qu'on peut avoir avec les personnages et la violence de l'univers, le côté très sombre et très pessimiste de certains passages. Ça se contrebalance et c'était assez agréable de retrouver ça dans un univers destiné à la jeunesse. La série a bénéficié d'une réédition en 2016 avec de superbes couvertures, tout en grand format, etc. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon résumé un petit peu bancal aura su vous convaincre de vous lancer dans l'aventure avec Ezoa et ses compagnons. Et j'ai hâte de découvrir les autres coups de cœur des invités.